et je me rends compte que ça intéresse tout le monde. D'accord, Clédor. Mais Lolo, je crois que c'est lié à cette polyvalence-là, Binga Am. Pourquoi les gens Mhm. te tirent dans n'importe quel terrain? Parce qu'ils savent que c'est Mhm. un homme beaucoup demandé. Limulay Job, n'en côté tiré. Mhm. N'est qu'on dit tourner Mhm. autour du pot, quoi. Lolo, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont là, quand on les solliciter pour nous, mais yo, Mhm. quand on t'appelle dans un domaine, c'est-à-dire, bon, t'as dit, wa, l'ingé wa, ken du dindi. Et une chose que j'ai remarqué, depuis que nous avons commencé ce débat sur les ressources minières, là, je n'ai Mhm. jamais vu aucune contradiction portée par quelqu'un d'autre dans ce gouvernement-là pour nous contre ce que Mhm. Clédor a dit, quoi. Ou bien, nous qui avons fait Clédor qui lui a fait du que finalement, il y a Mhm. quelque chose à se poser par rapport à ce jeune-là. Moi, je pensais que tu Mhm. étais du milieu bobu nga nek liggéey bobu nak mom moy sa liggéey lolu nga jang, c'est ce que moi je pensais, quoi. Mais da ay recherche nga Non. def rek fofu. Ma jaar ci Tout bobu. à fait. Tout à fait. Moi, j'ai pas fait géologie, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas géologue. Mais entre l'information et la formation, il y a maintenant une petite frontière que les nouvelles technologies de l'information permettent de franchir. Et en ligne, on peut prendre des cours. Moi, j'ai fait on m'a fait un module de géologie du pétrole. Ça, un professeur qui est à Polytechnique, que j'ai rencontré par hasard dans une boulangerie. Il m'a témoigné de toute sa sympathie et son affection. Et il me fait des modules parce qu'il pense que je vais plus vite que ses étudiants. Et il me met à niveau. Il m'envoie toute la documentation et je compulse et puis je fais des retours et tout ça. Donc, la compréhension et la formation sont maintenant à portée de tout le monde. Ouais. Pour qui en a le temps. Maintenant, Konaté. Voilà, d'accord. Konaté. Bon, tu as écouté ce que Clédor qui est premier passage. Lan moi sa impression et lan moi sa question par rapport à ça, quoi. Voilà, c'était à mon niveau. Mais je dirais tout simplement que Clédor, il a un parcours quand même qui est assez atypique, hein. Ah, mais c'est ça aussi. Moi, je pense que quand on est en public, il faut avoir une formation pluridisciplinaire, c'est-à-dire une formation très, très, très transversale. Parce que tout simplement, parce que les gens, dans les quartiers, le bari, hein, c'est pas forcément que dans un ingénieur électronicien, ingénieur informaticien, que forcément tu ne pourras pas discuter des questions d'ordre politique ou des questions d'ordre économique. Moi, quand il parle, quand il dit des choses comme ça me parle. Parce que moi, je suis enseignant. Donc, je suis professeur d'ingénierie mécanique et en même temps, j'ai une formation pluridisciplinaire. Et que mon ordre politique sans pourtant avoir cette ouverture d'esprit-là. C'est ce que je reproche. C'est ce que je reproche très souvent à nos hommes politiques. Ils vont occuper des plateaux, dire tout et n'importe quoi. Et je l'ai dit très souvent, mais faites attention à ce que vous faites parce que vous voulez du plateau. Parce que n'y a dit tout sur le plateau. Les débats bien de débattre. Il faut faire attention à ce qu'on dit parce que ci biir plateau day gis koo xam ne li ngay wax moo la ko gën a xam foofu. te da koo jàng ba am ci diplôme. te daf koy jàng ba am ci diplôme. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Il faut faire très très prudent parce que nit ki xamoo naka la lu mu solo naka lu mbuboo. Et très souvent les gens disent et tout n'importe quoi. Te loolu day dem ba finalement le citoyen il a du mal à se situer dans le débat politique. Ça c'est un premier élément. Le deuxième élément mooy ñi nga xam ne ils sont souvent dans les partis politiques. Ils n'ont pas cette culture politique-là, ils n'ont pas cette formation politique. Moi, je suis en France, ça fait plus de 42 ans que je suis là. J'ai été au PS pendant 25 ans. J'ai fait l'école du parti. Et quand je voulais me lancer dans la politique, et dans les réunions de section, ils me disaient non, 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 mais Mamadou, c'est pas comme ça que ça se passe, mais ça se passe comme ça. Et dans ces débats-là, dans les sections, c'était très, très formateur parce que ce sont des sujets qu'on débattait. Et s'il y avait effectivement certaines clarifications, eh bien, on t'envoyait à la fédération et on organisait des séminaires où tu avais des grandes personnes, des personnalités politiques qui étaient là, qui t'orientaient, qui t'expliquaient réellement la structuration politique que tu dois avoir. Parce que il a dit quelque chose qui est important, qui me parle aussi, c'est une question de structuration. Tout à fait, tout à fait. Une question de structuration, parce que nous devons débattre tant qu'on le logique, tant que tu n'es pas structuré dans ce que tu dis. En matière d'algorithme, moi j'ai fait de la programmation avec mes étudiants. Mais les gars, ces gars, ils sont hyper bons en maths. Donc, quand on parle d'algorithme, ça leur parle. Tout à l'heure, tu as parlé d'algèbre de Boole, la numération. Oui. Moi, j'ai fait un module sur la numération. Et ça t'apprend la logique que tu as avoir pour concevoir un algorithme et pour concevoir un programme informatique. Ça, c'est hyper important.
un programme qui fonctionne, qui marche. Mais exactement. Exactement. Comme je dis très souvent, quand j'ai fait l'algèbre de Bourg et que bon, les étudiants qui n'ont pas fait ça, des fois dans les calculs, ils disent ouais, mais ils parlent du chiffre 2, chiffre 3. Et donc, moi, je ne les écoute pas très souvent. J'ai dit non, mais moi, je vous parle d'algèbre de Bourg, je vous parle de la logique combinatoire. Donc, le 0 et le 1 ne me parle pas de 2, de 3, de 4. Alors, donc, ben voilà, ça part comme ça. Donc, les gars ont dit, moi, c'est avec deux valeurs seulement, 0 et 1. Exactement. Exactement. C'est presque différent. Tout à fait. Et donc ça en parle. Ça veut dire que quelqu'un xam da nga jàng loolu, mënoo continuer de expliquer tant que tu n'es pas structuré dans ta façon de faire. Et ça, c'est hyper important. Moi, j'aimerais bien quand même que dans le débat politique, ñi nga xam ne dañuy occuper les plateaux télé, bu ñuy ñëw d'expliquer, souvent dañuy yuuxu fii jaar fii ñii li. Non, amul bonne structuration dans ce qu'ils disent. Tout à fait. Et moi, ce n'est pas quelque chose qui me parle. Et donc, du coup, oui, et donc, du coup, au bout de 2 minutes, ça m'énerve, je zappe. Alors que peut-être dans le plateau, il y a des gens il faut qu'on les laisse développer. Maintenant, sur effectivement le pétrole et le gaz, moi, Clédor, très souvent des débats. Il y a beaucoup de choses que j'apprends à travers tes dires, parce que je te suis au même titre que Bakary. Et je me dis, voilà un homme qui, depuis très longtemps, on attendait lui de façon qu'il puisse venir nous expliquer nos ressources minières, comment s'exploiter, là, nos ressources minières. Moi, je suis comme toi, hein, je suis de la génération Senghor, et puis Abdou Diouf. Bon, je n'ai pas connu le truc de Wad, parce que bon, j'avais déjà quitté le Sénégal. Voilà. Donc, moi, je suis de cette génération de Senghor et de Diouf. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de débat sur les plateaux, sur le pétrole. Il n'y en avait pas. Même s'il y avait, c'était très, très timide. Les gens ne savaient pas. De la dialectique. Exactement. Le capitalisme, c'était ça le débat. C'est ça. Et il y avait des théories qui se faisaient au détriment de ce qui était essentiel pour le développement du pays. Aujourd'hui, on a des hommes, effectivement, qui nous permettent de nous éclairer sur ça. Après, sur la production, ce n'est pas ma spécialité. Sur la façon dont c'est géré, je vois bien qu'effectivement, quand des gens comme des responsables politiques comme Clédor ou bien d'autres hein, qui discutent de cette affaire-là, ça me permet effectivement de me situer sur cette question de nos ressources minières. Moi, je suis un pur mécanicien, pur électronicien. Donc, ben voilà, en matière de gelée, bon, si tu me parles d'un caillou, si tu me parles de je ne sais pas quoi, je suis un peu perdu dans ça. Si tu me parles de milliards, dès l'instant que les chiffres sont grands, je suis perdu parce que j'ai l'habitude de travailler avec des petits chiffres. Voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, si l'ingé intervenirait sur les débats publics, c'est très, très important parce que ça permet à celui qui n'est pas novice, qui ne se connaît pas, c'est dire, mais au fond, mais c'est entendable. Parce que ça me dit que dans mon pays, nous sommes riches, mais on a du mal à nous retrouver dans cette richesse-là. On nous parle très souvent de croissance à 2 chiffres. Et moi-même, ça me fait rire. Quand on parle de croissance à 2 chiffres, ça me fait vachement rire. Quand je me dis, mais attends, mais gars, comment ça se fait qu'en un moment même, le citoyen lambda ne se retrouve pas dans tout ce qu'on nous dit, dans tout ce qu'on nous annonce. Et c'est vrai que quelqu'un comme Clédor, c'est quand même essentiel, c'est quand même utile de nous éclairer sur ça. Mais au-delà de ça, sur l'aspect politique et sur ce qui se passe aujourd'hui sur les plateaux, on parle d'affaires Adissa, on parle de violence. Moi, j'aimerais bien effectivement, quelle parole argumenter ce que vous avez dit, d'aborder avec toi sur cette question de violence politique. Parce que très souvent, moi, j'étais extrêmement déçu de voir ce qui se passe dans l'Assemblée nationale. Bon, ben voilà, je me dis quelque part, le Sénégal ne ressemble pas à ça. Et de discuter un petit peu, mais pas dans très longtemps, quoi. Mais voilà, de discuter sur les violences politiques en ce moment au Sénégal. Parce que ça ne ressemble pas aux Sénégalais, ça ne nous ressemble pas. Ce n'est pas ma génération de Senghor, nous n'avons pas connu ça. Hein, voilà, donc bon, c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose qui me choque. Et j'aimerais bien qu'on en discute un petit peu, que tu nous livres effectivement ton sentiment sur cette question-là. Voilà. D'accord. Pour récapituler, oui. La dernière question, c'est sur les violences. Oui. Et
La première, elle a été assez évasive. Est-ce que vous pouvez la synthétiser, la première? Non, non, la plainte, c'est tout simplement que, effectivement, moi, personnellement, j'ai tout à fait bien compris, effectivement, tes explications sur les plateaux, sur les ressources luminaires. Ça, c'est pas quelque chose qui me perturbe. J'essaie, effectivement, quand tu commences à argumenter, je me dis qu'il file le diable. Mais pour être beaucoup plus précis, en termes, effectivement, d'économie, qu'est-ce que les ressources minières, effectivement, nous apportent en termes de fric, si tu veux? Quelles sont les exploitations qu'on peut faire? Est-ce qu'effectivement, on a tout vendu aux Occidentaux qui fait qu'aujourd'hui, on n'a que 10%, parce que tu as parlé de 10%. Est-ce que nous avons ou bien est-ce qu'il faudrait peut-être renégocier, comme le dit souvent le président Ousmane Sonko, gagnant-gagnant? Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que est-ce qu'on peut récupérer ou pas? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout quels sont les mécanismes, les leviers qu'on peut utiliser pour ça. Voilà. Ça, c'est la préoccupation générale. Oui. Que peuvent nous rapporter nos ressources? Avec les contrats déjà passés, est-ce qu'il est possible de revenir dessus en sorte que ça impacte positivement? Ça, c'est la préoccupation générale. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la ressource est très abondante. Je donne juste un exemple. La Sococim a commencé à produire du ciment depuis 1948. Appartient à un Français qui s'appelle Crémier. De 1948 à 2000, tout le ciment qui a servi à construire le Sénégal, toutes les villes, tous les villages, les infrastructures, un peu au Mali, un peu en Gambie, en Guinée et tout, a été produit par le gisement de Barigny. Et jusqu'à présent, il continue à avoir la matière première, le calcaire là-bas, à Barigny, depuis 1948. Ça veut dire que la ressource, elle est vraiment abondante. Et ça, c'est une seule cimenterie. Parce que le prospect est exploitable indéfiniment en profondeur. Donc, on a tout le temps de la ressource. Et au début, c'est un monticule, après, tu atteins le niveau du sol et après, tu vas en profondeur. Quand vous allez dans la zone de Kirène, là où est implanté les ciments d'Israël, c'est des monticules. Donc, ils décapent les monticules et après, ils atteignent le niveau du sol et après, ils vont en profondeur. Donc, ça, c'est des décennies d'exploitation, rien que pour le calcaire. Quand vous allez en Arabie Saoudite, le puits de pétrole date d'avant ma naissance. Jusqu'à présent, ces puits sont productifs. Donc, la ressource est quasi inépuisable. Parce que c'est des matières qui se sont sédimentées pendant des millions d'années et qui sont maintenant à la disposition de l'humanité. Et c'est des ressources en général énormes, énormes, énormes. Les chiffres qu'on nous donne ne sont que les estimations de ceux qui sont venus prospecter. Et souvent, ce ne sont même pas les bons chiffres. Par exemple, pour le fer du Sénégal oriental, par exemple, on nous dit, étude d'ArcelorMittal, que les réserves s'élèvent à 750 millions de tonnes. Ce qui est tout à fait faux, parce que les réserves là-bas dépassent le milliard de tonnes. Donc, les ressources, c'est jamais trop tard pour les capter, pour assainir la gestion et faire en sorte que ça profite au Sénégal. Moi, je suis convaincu que si on change de trajectoire en 2 ans, au plus en un plan triennal, on va tendre vers le développement et on va pouvoir financer notre budget à 100% et éponger notre dette, comme le font beaucoup de pays. Le Mali est dans cette voie. Pour exemple, le budget de cette année-ci, 6 000 milliards, avec une augmentation de plus de 1 000 milliards, due par l'apport, les revenus pétroliers et gaziers, alors qu'on n'est pas encore en phase d'exploitation. On a plus de 1 000 milliards, rien que sur l'amont pétrolier et gazier. Donc ça, quand sera-t-il quand on sera en pleine phase d'exploitation? Dans des contrats où nous n'avons que 10% au départ. Maintenant,
la renégociation est possible. Parce qu'on dit souvent que les contrats sont verrouillés parce qu'elles contiennent des clauses de stabilité qui ne permettent pas de changer certaines dispositions. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des contrats qui ont été passés de façon irrégulière, comme le gaz de Saint-Louis et de Kayar. C'est toujours le dossier Petro-Tim, qui a fait l'objet d'un rapport de l'inspection générale d'État, qui avait demandé au président Macky Sall de rapporter les 2 décrets 2012-596 et 2012-597, parce que n'ayant pas respecté les dispositions de l'article 8 du Code pétrolier, qui dispose que tout titulaire de titre minier d'hydrocarbures doit justifier des moyens techniques et financiers pour mener à bien les opérations pétrolières. Donc, cette disposition n'avait pas été respectée parce que Petro-Tim n'est pas passé en commission d'évaluation. Au sein de Petrosen, il y a une commission d'évaluation chargée justement de l'application de cette disposition de l'article 8 du Code pétrolier qui veut que la compagnie demanderesse présente les garanties financières et techniques. Donc, ces dispositions financières et techniques sont vérifiées en commission d'évaluation, ce qui a été dispensé à Petrosen et ce qui rend illégal aux yeux de notre code pétrolier le contrat avec Petro-Tim. C'est pour ça qu'on avait demandé l'annulation de ces décrets. Maintenant, un nouveau président qui viendra peut aller dans le sens de l'annulation de ce contrat-ci, même si au préalable, il est conseillé de négocier avec les contractants. Ça, c'est une première façon de revoir les contrats. D'accord. Il ne faut pas penser qu'un contrat signé, on ne peut plus revenir dessus, ce n'est pas vrai. Il y a eu des exemples. Parce que quand Abdoulaye Wade venait au pouvoir, Senelec était déjà vendu aux Canadiens d'Hydro-Québec. Hydro-Québec avait acheté Senelec. Mais Abdoulaye Wade les a appelés et a trouvé une solution à l'amiable. Il leur a remboursé 119 milliards et Senelec est retourné dans l'escarcelle du Sénégal. Mais c'était Hydro-Québec. Kumbali South avait eu le fer du Sénégal. On lui a retiré, on a donné à Arcelor. Arcelor n'a pas respecté ses engagements de travaux, on lui a retiré, maintenant on cherche preneur. Donc ça, c'est l'exemple d'un contrat qui a été retiré, même pas renégocié, mais retiré. Donc c'est des possibilités qui s'offrent parce qu'on a un arsenal juridique. Parce que s'il n'y avait pas ces dispositions prévues, mais les pays sont liés à vie. Donc, on peut toujours revenir sur un contrat. Maintenant, nous sommes un pays qui comptons beaucoup sur les hydrocarbures parce qu'il y a un rêve sur les hydrocarbures. Pourquoi les hydrocarbures sont importants? Parce que c'est des revenus quotidiens. Quand tu produis de l'or, du marbre, du phosphate ou du zircon ou quelques minerais que ce soit, on vous parle de X tonnes par an. Tonnes par an. Mais quand c'est du pétrole ou c'est du gaz, on vous parle de barils jour. D'accord. Mètre cube, jour. Chaque jour, il y a des entrées en devises. Donc, un robinet comme ça, il doit servir à financer le développement et ne doit pas être mis entre les mains des étrangers. Donc, l'Union doit négocier le bas. Donc, nos ressources peuvent nous impacter rapidement. Parce que dans le projet de Saint-Louis, où il y a abondamment de gaz, le plan de production déposé par Cosmos, qui est aux États-Unis, est de 14,5 millions de mètres cubes jour. Quand on raisonne en termes de mètres cubes, on peut l'évaluer à 2,5 millions de tonnes par an. Mais par jour, c'est 14,5 millions de mètres cubes. Mais c'est énorme. Maintenant, il y a un projet, je parle de l'impact direct sur l'économie et sur les ménages. Il y a un projet Gas to Power qui consiste à prendre du gaz de ce gisement et de l'affecter directement à Senelec pour que Senelec produise du courant moins cher. Pour que ça revienne moins cher aux ménages, moins de 25 francs le kilowattheure. Quelle que soit votre consommation, clim, réchaud électrique, chauffe-eau et tout, vous ne dépasserez pas 10 000 francs le mois. Sûrement pas. Les industries ne paieront plus des millions pour l'électricité. Les produits manufacturés vont baisser. Donc, les ménages et les industries vont en bénéficier